Mesdames, Messieurs, bonsoir. RTS 20h, le journal. Voici les titres. Ibrahima Boubacar Keïta, Macky Sall en parfaite convergence de vues sur les défis de l'heure, paix, stabilité, démocratie, développement. Le président de la République a assisté à l'investiture du nouveau président malien. Les temps forts dans ce journal. Mutilation génitale faite aux femmes, parlementaires partenaires au développement saisissent l'ampleur du phénomène. Le plaidoyer est lancé, l'excision polarise les attentions. La pratique continue toujours de faire des victimes malgré des résultats forts encourageant. Et puis à suivre dans ce journal le dossier du jour sur les techniciens de surface. Ils nettoient rues et artères de la ville dans des conditions souvent très difficiles. Zoom sur ce corps de métier. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président Macky Sall a assisté à l'investiture de son homologue malien Ibrahima Boubacar Keïta. Le chef de l'État sénégalais a été accueilli avec les honneurs à Bamako. Retour sur cette visite avec nos envoyés spéciaux Youssou Sagna et Oumar Nyinga. Pour une première visite en terre malienne depuis son accession au pouvoir, l'arrivée du président Macky Sall à Bamako revêt un cachet particulier. Illustration par l'accueil chaleureux que lui a réservé son homologue le président Ibrahim Boubacar Keïta en présence de la communauté sénégalaise fortement mobilisée à l'aéroport. C'est qu'en effet, le moment est symbolique pour le Mali, car il marque un nouveau départ après 18 mois de crise. Et compte tenu des liens séculaires qui unissent les deux peuples, le Sénégal ne pouvait pas être en reste. Ma présence répond à un devoir de voisinage, un devoir de solidarité. Le Sénégal, comme vous le savez, à l'image de tous les pays de la CEDEAO, a été au premier rang, car le Mali fait partie de notre communauté. Et rappelez-vous les liens historiques entre le Mali et le Sénégal. Le Sénégal lui-même s'appelait le Mali pendant la fédération. Et la solidarité aussi agissante des peuples et des États africains, de la France, de la communauté internationale, avec, on ne le dira jamais assez également, une action très héroïque du Tchad qui est venue à bout avec la MISMA, devenue aujourd'hui MINUSMA, les forces Serval, l'armée malienne et toutes les armées africaines, pour montrer que l'Afrique et la communauté internationale ne sauraient jouer sur l'intégrité des territoires des États, sur leur indépendance nationale. Et c'est tout cela qui a été couronné par une belle élection que le peuple malien a su mener à son terme en élisant très démocratiquement le président Boubacar Keïta. Donc il était de mon devoir et un plaisir pour moi d'être là. Le Sénégal est donc venu fêter la paix retrouvée au Mali, aux côtés d'autres pays amis de ce pays comme la France, dont le président promet de rester tant que la menace terroriste persistera. Devant des milliers de personnes, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le soutien de tous les pays frères pour relever les défis qui ont pour nom transition politique, sécurité et développement. Le président malien Ibrahima Boubacar Keïta est revenu sur les relations entre le Sénégal et le Mali, deux pays voisins qui ont des liens séculaires. Nous écoutons le président malien, il est au micro de Oumar Nyinga. Il y avait quelqu'un qui était au Sénégal, c'est des rumeurs absolument infondées. Mon frère est le premier qui m'a félicité. Et ce n'est pas indifférent. Je me suis rendu auprès de mon frère Macky durant la campagne et je peux vous dire que j'ai eu son soutien total depuis ce moment-là. Et depuis, je ne sais pas du coup qu'est-ce qui a pu inspirer cette affaire-là, de dire que Macky et moi, pourquoi on peut raconter des choses de ce genre-là?
Écoutez, vraiment, la presse doit nous aider. Vraiment, à toujours être le plus proche possible. Et dans le cadre d'espèce, c'est mon frère. Je lui dis, il est mon cadet en âge, mais il est mon aîné aujourd'hui en fonction. Et donc, il a du boulot. Vous savez, quand vous devez être le professeur de votre grand frère, c'est pas facile. Hein? Surtout quand c'est un jeune frère qui est respectueux comme lui, il a une tâche pas facile, pas délicate. Très bien. Pas délicate. Merci, Merci. Lors de ce voyage à Bamako, le président Macky Sall a profité de cette occasion pour rencontrer la communauté sénégalaise basée au Mali. Le chef de l'État annonce une série de mesures pour aider nos compatriotes à relancer leurs activités après la période d'instabilité que vient de vivre le Mali. Nous écouterons le président Macky Sall au micro de nos envoyés spéciaux. Une fin d'après-midi assez atypique au Centre international de conférence de Bamako. Aujourd'hui, ce beau cadre abrite la rencontre entre le président Macky Sall et la communauté sénégalaise basée au Mali. Un moment important pour ses compatriotes qui se sentent chez eux au Mali. Je voudrais rappeler, depuis notre arrivée sur cette terre africaine du Mali, cette terre historique du Mandé, nous nous sentons comme chez nous, en raison des convergences multiformes entre nos deux pays. Cependant, les choses n'ont pas été faciles avec la période d'instabilité politique et économique que vient de traverser le Mali. Mais ils sont restés dignes dans l'épreuve. C'est pourquoi, après l'avoir remercié pour son assistance permanente, ses compatriotes ont sensibilisé le président Macky Sall sur la nécessité de relancer leurs activités. Croyez-nous, Monsieur le Président de la République, la communauté sénégalaise du Mali est et restera toujours engagée à vos côtés. Ils sont des tailleurs ici, des professionnels du bâtiment, des coiffeuses, des restauratrices, des bijoutiers, des commerçants. À traverser des difficultés sérieuses dans l'exercice de leurs activités professionnelles avec la sortie de crise au Mali. Et cette communauté souhaite, Monsieur le Président de la République, l'apport d'un bras financier pour leur permettre de remettre en route leurs outils de travail qui sont en difficulté et de préparer ultérieurement le retour au Sénégal pour y vivre leur retraite. Tel est l'engagement renouvelé que nous voulons traduire aujourd'hui dans cette salle, entre vous et nous. Très conscient de la situation de ses compatriotes, le président a tenu à les remercier avant de les rassurer. Chers compatriotes, Sénégalaises, Sénégalais, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui à Bamako avec vous, ici dans ce centre international de conférence. Parce que, d'abord, entre le 22 mars 2012, date du coup d'État au Mali, et le 25 mars 2012, date de mon élection à la tête du pays, je sais combien vous avez souffert dans votre chair, dans l'instabilité, la peur, les moments qui ont failli faire basculer ce pays, frère et ami, le Mali. Je salue particulièrement la dignité avec laquelle vous avez fait montre pendant ces moments de doute et d'incertitude lorsque les forces aveugles, extrémistes ont attaqué ce paisible et vaillant peuple du Mali. Je me rappelle que le ministre Mankendia était à l'époque notre ambassadeur ici au Mali. Nous étions en contact permanent et nous avions pris des dispositions. Mais nous savions également que c'est avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité, que la communauté a préféré rester sur place, partager avec ses frères et sœurs maliens les risques qui caractérisaient à l'époque la situation ici à Bamako et sur l'ensemble du territoire malien. La diaspora occupe une place de choix dans la politique qu'il compte mener.
Devant ses compatriotes, le président Macky Sall l'a réitéré. Et dans un wolof clair et précis, le chef de l'État a fait des annonces fortes en réponse à la demande de la diaspora. Ainsi, un fonds d'un montant de 2,5 milliards sera dégagé avec une part belle faite aux femmes. 100 millions sont prévus pour les Sénégalaises basées au Mali qui pourront financer leurs activités. D'autres mesures, comme un centre de production de passeports, sont aussi en vue. En signe de reconnaissance à tous ces efforts, les compatriotes ont tenu à honorer le président par la remise de cadeaux symboliques, mettant fin à cette cérémonie, cette rencontre pleine de sens pour ces Sénégalais basés au Mali. C'est fait. À partir de ce jour, la couverture maladie universelle devient une réalité au Sénégal. Désormais, chaque Sénégalais, quelle que soit sa catégorie sociale, pourra se soigner. Un engagement politique pour l'État du Sénégal qui se traduit en actes afin d'éradiquer les inégalités sociales. Cette année, 5 milliards seront injectés dans le programme à travers un système d'appui aux mutuelles de santé. Par ailleurs, le président de la République annonce la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans à la fin de ce mois de septembre. En marge de la cérémonie de lancement, le président de la République a lancé un appel au sursaut national et au dialogue orienté vers le travail. Le président de la République, Macky Sall, en appelle au dépassement des clivages politiques dans le seul but de travailler pour le Sénégal et satisfaire les besoins des populations. Nous y reviendrons au cours de cette édition. La 5e promotion de l'École nationale des officiers de gendarmerie a effectué sa sortie dans un esprit de patriotisme et d'engagement total au service de la nation. Une cérémonie qu'a présidé le chef de l'État Macky Sall en visite hier soir à la caserne Mame Bounama Fall de Ouakam. Le président de la République a réaffirmé son soutien aux forces armées pour la sécurisation des biens et des personnes. Une nuit pleine d'espoir, de signes et de symboles. Une arrivée sous bonne escorte, sous la pluie et sous les honneurs. Jour de fête et jour de célébration, honneur à la gendarmerie nationale. À ces nouveaux officiers, d'où la 5e promotion baptisée Sombadjeri Diallo. Je vous avais prévenu en vous disant que mon général, nous étions en saison hivernale et que le 19 septembre, il serait probable qu'il y ait de la pluie. Eh bien, je suis heureux de partager cette pluie avec ces vaillants officiers. C'est une promotion spéciale. Je prie que leur carrière soit aussi riche que l'abondance de la pluie de ce soir. La formation du chef vise à développer les qualités qui permettent aux futurs cadres de s'imposer dans toute situation mettant en œuvre une relation d'autorité entre lui et son subordonné, ainsi qu'une relation de commandement, et de prendre en conscience les responsabilités que cela implique pour lui. C'est ainsi que nos futurs officiers seront capables de donner un sens à l'action de la gendarmerie et de l'accomplir en toutes circonstances dans le respect des lois et règlements. L'EOGN a contribué à ce jour à la formation de 210 officiers des gendarmeries africaines dans son cours d'application, organisé de concert avec la coopération française. Ces officiers sont originaires de 13 nationalités différentes, dont des Mauriciens, des Seychellois et des Malgaches, entre autres. Ils reçoivent l'insigne, la marque, l'épaulette d'officier de gendarmerie au terme d'une formation de haute facture. Dont la discipline, la rigueur et le professionnalisme, ces officiers ont intériorisé toutes les facettes d'un génie sécuritaire de haut niveau. Je suis sûr que s'ils éprouvent un réel plaisir à intégrer le prestigieux corps des officiers, ils mesurent pleinement la gravité du moment pour leur choix de faire partie des cadres qui vont consacrer leur vie à la défense de notre cher pays
Je fais partie demain des décideurs de notre institution qui a l'obligation de s'adapter en permanence à l'évolution de notre environnement, aux ambitions de la nation et aux exigences de sécurité des Sénégalais. Officiers, sous-officiers, gendarmes, par votre professionnalisme, par votre polyvalence, vous faites la fierté de la nation. Forces militaires, vous participez activement à la défense du territoire national. Spécialistes de la sécurité publique, vous rassurez la population en veillant au respect de la loi et de l'ordre. À l'extérieur, votre participation au maintien et au rétablissement de la paix contribue au rayonnement diplomatique de notre pays. Désormais, ils intègrent le monde réel pour la sécurisation des personnes et des biens. Au service d'une nation qui leur est chère, ces officiers ont fait le serment de protéger et de préserver l'intégrité territoriale, de permettre à chaque citoyen de jouir de sa liberté. Puisqu'un sacerdoce, c'est devenu une règle d'or pour vaincre le banditisme. Les menaces diffuses, insidieuses et multiformes appellent chaque jour à une remise en cause des besoins en sécurité de la population. C'est pourquoi toute organisation doit plus que jamais s'inscrire fondamentalement dans l'anticipation afin de conserver l'initiative, pilier essentiel des principes de la guerre face à l'international terroriste, aux diverses organisations criminelles atomisées et interconnectées, une posture d'action mieux que de réaction constitue le meilleur rempart. Il faut plusieurs manœuvres d'avance sur le malfaiteur. Pour ma part, en général, je suis décidé à protéger le sanctuaire national et à assurer la sécurité des populations. C'est pourquoi les moyens nécessaires seront mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour remplir leur mission avec efficacité. Honneur à la patrie, le mot est lâché, un thème qui correspond à un état d'esprit exemplaire. Pour leur patrie, ces officiers sont prêts à verser leur sang. Un sentiment de patriotisme et d'engagement total, à l'image des anciens, ces héros qui ont défendu la patrie au péril de leur vie. Violence faite aux femmes, la campagne est lancée. Les parlementaires s'engagent pour l'abandon des mutilations génitales féminines et l'excision. Une rencontre nationale de formation et de sensibilisation s'est tenue ce matin. Le programme s'étend sur 2011 à 2013 et concerne dans un premier temps 3 pays d'Afrique occidentale, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Mettre fin à la pratique de mutilation génitale féminine et l'excision, c'est l'objectif de ces parlementaires. Louise Bitza. Les violences faites aux femmes et aux filles constituent une question d'actualité brûlante. Ces agissements malheureux sur le sexe entraînent des souffrances physiques, sexuelles et psychologiques graves pour l'individu, la famille et la communauté. C'est une pratique très grave, c'est une violation des droits de la personne, surtout des filles. Cette pratique continue à se faire au niveau du Sénégal, mais c'est quand même c'est inquiétant, c'est dommage. Et nous pensons que tout le monde doit se lever, tout le monde doit se mobiliser pour mettre fin, pour éradiquer cette pratique. Je pense que c'est difficile, c'est une pratique très culturelle, très ancrée dans la pratique culturelle. En tant que femme, je pense que c'est un abus total de nos droits humains et que c'est quelque chose qui enlève de notre pouvoir féminin. Le Sénégal a très tôt fait sienne la préoccupation de prendre en charge et de protéger les femmes et les filles contre les mutilations génitales féminines et l'excision. Cette option s'est traduite par la ratification de toutes les conventions relatives à la protection et à la promotion des droits des femmes et des filles.
Aujourd'hui, il s'agit d'informer d'abord les parlementaires et d'établir une feuille de route avec des objectifs clairs pour accompagner les populations vers l'abandonnement. Il y a une loi déjà qui existe, il y a une loi déjà qui est là, mais peut-être puisqu'elle n'a pas été appliquée de façon rigoureuse, les gens pensent qu'il n'y a pas de loi. Il y en a. La loi est là. Maintenant, ce que nous faisons en tant que députés, nous nous organisons pour aller vers les populations qui nous ont mandatés pour faire de la sensibilisation, leur faire comprendre d'abord les méfaits de cette pratique-là, mais aussi de l'existence de la loi. Les visites de terrain des régions sont financées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et intègrent le programme d'implication des parlementaires dans l'abandon de cette pratique. Déjà, une lueur d'espoir se fait ressentir. J'espère que les parlementaires et les députés qui sont venus seront saisis vraiment de l'importance du sujet et qui feront tout pour continuer cette lutte cette année et dans les années qui suivent. Si toutes les violences exercées sur les femmes et les filles préoccupent au plus haut point les autorités, les mutilations génitales féminines, notamment l'excision, polarise toute l'attention. La prise de position claire, définitive et publique des parlementaires pour l'abandon des mutilations génitales féminines est attendue. Dans la série de reportages consacrés à ce phénomène, ce soir, nous nous intéressons à une autre forme de violence faite aux femmes. L'excision, une vieille pratique qui résiste toujours malgré une loi qui l'interdit et les actions menées par des structures étatiques ou non gouvernementales. Matam fait partie des 3 régions les plus touchées dans cette partie du Sénégal. Plus de 80% des femmes sont excisées au Mokal Somsal. Djeynabassi, 19 ans, ce visage radieux ne laisse nullement présager que cette jeune fille a vécu un drame dans son enfance, une excision qui a failli lui être fatale. J'étais avec ma sœur, mais c'est moi qui ai eu des complications. Pendant 2 jours, je n'arrêtais pas de saigner. Finalement, on a fait appel à ma maman qui est infirmière et qui servait dans une autre ville. Après des jours de pansement, la plaie s'est cicatrisée. Comme pour ses sœurs, c'est sa grand-mère qui avait ordonné l'excision. Elle se pliait ainsi à une vieille tradition. C'est une vieille tradition. Quand une fille n'était pas excisée, elle était considérée comme impure. Même son mari ne la respectait pas. Et puis, on le faisait pour que la fille reste chaste jusqu'au mariage. Cet accident a toutefois servi de leçon à Aïssata Sarr, qui assure avoir abandonné cette pratique. Mais à Matam, l'excision reste une réalité sociale avec ses conséquences. Je connais une fille qui est mariée, mais elle me dit qu'elle a de vrais problèmes causés par l'excision. Elle ne peut plus retenir ses urines. Mais d'abord, il y a le phénomène douloureux qui est là, parce qu'en fait, c'est sur un organe très sensible, innervé. Il y a les risques hémorragiques, les risques infectieux, tout de suite, mais également ultérieurement sur la santé de la reproduction de la personne, avec des risques d'infection qui peuvent amener des stérilités. Et le risque également de portage de grossesse ultérieurement, ça également, c'est des risques qu'on peut consacrer. Bon, il y en a même qui parlent de risques sur la vie sexuelle de l'individu ultérieurement. Différentes structures s'activent dans la lutte contre le phénomène, mais la pratique à la carapace dure résiste encore. Le problème aussi, c'est que ici, l'excision est tabou parce que là, la pratique, elle est en vigueur, mais il n'y a pas de dénonciation et les parents qui le font en cachette. Donc, même s'il y a la pratique, il n'y a pas de mesures qui peuvent être prises. Lorsque une fille subit ces actes, le sang le regrette, mais n'a pas à prendre des mesures. Nous, on accompagne, parce qu'il y a des femmes qui ont été excisées et à la longue qui ont reçu des fistules
et on les a pris en charge, ou bien on est en train de les prendre en charge extra. Côté médical, oui. Ils le font, bon, tout en ayant à l'esprit que c'est une bonne chose. Mais souvent, quand vous leur montrez sur le plan médical qu'il peut y avoir des conséquences néfastes, souvent il y a certains qui abandonnent. C'est l'État, nous avons un rôle d'information, de sensibilisation, mais nous avons également le rôle de tout faire pour l'application de la loi. Mais vous savez, il y a également des artifices à utiliser pour ne pas arriver même à cette application. La dernière enquête démographique et de santé a montré que 80% des femmes sont excisées dans la région de Matam. Jusque-là, un seul cas a connu une sanction pénale, c'était en 2010. Réalité socio-culturelle locale, l'excision est même souvent assimilée à l'islam. Je vous le disais, désormais, chaque Sénégalais pourra se soigner, quelle que soit sa catégorie sociale. La couverture maladie universelle a été lancée ce 20 septembre par le chef de l'État. C'est là un engagement du président Macky Sall, un engagement politique qui se traduit en actes afin d'éradiquer les inégalités sociales. Cette année, 5 milliards seront injectés dans le programme à travers un système d'appui aux mutuelles de santé. Le président de la République annonce par ailleurs la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans à la fin de ce mois de septembre. Le point avec Pabiram Biganyaya. C'est une révolution en marche qui fera des heures dans les bourgades les plus lointaines, le Sénégal des profondeurs, chez les populations les plus démunies. Désormais, se soigner ne sera plus un luxe réservé à seulement 20% de la population. Du monde rural au secteur informel, tous auront accès aux soins de santé. Fini l'injustice sociale, la couverture maladie universelle est devenue une réalité. Ma présence aujourd'hui parmi vous illustre donc l'intérêt que j'accorde à l'extension de la protection sociale à toutes les couches de la population et en particulier aux populations démunies et vulnérables. Comme vous le savez et comme il a été dit, j'ai fait de la couverture maladie universelle une des priorités de mon programme Yoonu Yokkute, en vue de construire un Sénégal où toutes les personnes ont un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité sans aucune forme d'exclusion. Le rêve est devenu une réalité. Fini le calvaire des couches les plus défavorisées. Place à la concrétisation d'une volonté et d'un engagement politique avec un début en force. Des mutuelles de santé éparpillées un peu partout à travers le pays ont le soutien de l'État. 50 millions chacune pour lancer le processus. J'accorde une importance capitale à la promotion des mutuelles de santé qui constituent, à l'état actuel de notre niveau de couverture, les instruments permettant de couvrir la majorité de la population. Il importe toutefois, mesdames et messieurs, d'opérer une démarche de rupture dans la gestion de ces mutuelles de santé, notamment par le renforcement de leur gouvernance à tous les niveaux et de leurs mécanismes de financement. C'est dans cette perspective qu'un financement d'1,7 milliard de francs a été affecté à la promotion des mutuelles de santé sur les 5 milliards inscrits dans le budget de l'année 2013. Ce sont en partie ces chèques que vous venez de recevoir du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et ceci c'est pour le compte de la couverture maladie universelle. Les populations rurales et du secteur informel, cible potentielle des mutuelles de santé, vous remercie infiniment pour la remise de ces chèques qui constituent un acte de haute portée sociale, concrétisant vos engagements en matière de protection sociale en faveur des couches les plus défavorisées en particulier. Nous avons maintenant l'assurance
que les conditions d'une bonne mise en œuvre de la couverture maladie universelle sont réunies. Aussi, nous nous engageons, Monsieur le Président de la République, à œuvrer pour le succès de cet ambitieux programme qui est le vôtre. La couverture maladie universelle est une priorité et un axe majeur d'un projet de société validé à 65% par le peuple sénégalais. Aujourd'hui, que l'histoire confirme une vision d'un développement économique et social qui se traduit en actes, les populations sont les premiers à y trouver leur compte. En lançant aujourd'hui la couverture maladie universelle, je réitère mon engagement et confirme ma détermination à instaurer l'équité et la justice sociale entre tous les citoyens du pays en favorisant l'inclusion des groupes vulnérables et des populations les plus démunies de la société. Au-delà de cette réalisation de grande envergure, dans quelques jours, il y aura un autre acte historique posé par le chef de l'État, toujours dans un souci du social et dans l'esprit de soulager les populations. J'ai pris la décision de rendre gratuits les soins de santé pour les enfants âgés de moins de 5 ans. Et je demande à Madame le ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour son application effective à partir du 1er octobre 2013. Il en sera de même pour les consultations des enfants au niveau des services d'urgence des hôpitaux et des consultations des cas qui y seront référés. À partir de janvier prochain, janvier 2014, toutes les pathologies comprises dans le paquet devant être prises en charge au niveau des postes et des centres de santé seront traitées gratuitement. Au niveau de l'hôpital, la prise en charge des urgences sera également gratuite. Mesdames et messieurs, vous le voyez, cette initiative de gratuité permettra de doter aux mères de famille tout obstacle à un recours précoce aux soins de santé en cas de maladie de leur enfant et de contribuer ainsi à la diminution de la mortalité infanto-juvénile. C'est aussi cela, répondre à la demande sociale. Le chantier est grand, mais des actes forts sont en train d'être posés. À ce niveau, toutes les familles bénéficiaires des bourses de sécurité familiale auront directement accès à la couverture maladie universelle. Et du haut de cette tribune, le chef de l'État lance son appel solennel aux populations pour une adhésion massive aux mutuelles de santé. Là-dessus, les élus locaux vont jouer leur partition pour pousser les citoyens à s'inscrire sur cette voie. L'État aura également le soutien de l'OMS pour la réalisation d'infrastructures de santé, le relèvement du plateau médical technique pour permettre à tous les citoyens de pouvoir se soigner ici au Sénégal. Le recrutement du personnel de santé va également s'accentuer pour une répartition équitable sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État lance un appel national au sursaut et au dialogue orienté vers le travail. En marge de cette cérémonie, le président de la République en appelle au dépassement des clivages politiques dans le seul but de travailler pour le Sénégal et la satisfaction des besoins des populations. Nous l'écoutons au micro de Pape Birambi Ndiaye. Je profite de cette cérémonie solennelle pour vraiment demander un sursaut national, qu'on se mobilise pour ces 5 prochaines années. 4. Comment nous concentrer autour de l'essentiel. Et là, je lance un appel solennel à tous nos compatriotes, indépendamment des clivages politiques qui sont normaux et enrichissants, mais qui se mobilisent autour du président de la République pour hâter les réformes et mettre le Sénégal sur une rampe de lancement pour atteindre l'émergence, et cela est possible. Donc, appel Bobonak, il transcende les partis, il transcende les syndicats, la société civile. Nous nous mobilisons autour de l'essentiel.
Et puis l'usine de Keur-Montmarsart réparée de nouveau à l'arrêt à cause d'une fuite qui a été constatée sur place. Nous sommes avec le directeur général de l'ASE, M. Dia. Bonjour, bonsoir. Vous êtes là pour nous dire justement qu'est-ce qui s'est passé, que s'est-il passé réellement? Bon, effectivement, aujourd'hui à 18h, une fuite a été constatée au niveau de Keur-Montmarsart et cela a conduit à l'arrêt de l'usine afin de procéder aux vérifications d'usage et aux réparations nécessaires pour éviter que cette fuite empire et crée les mêmes problèmes que nous avons connus cette semaine. Alors que comptez-vous faire pour remettre l'usine en marche? Je crois que là, nous avons pris des dispositions exceptionnelles. Avec deux solutions que nous allons mettre en œuvre. Une solution avec une réparation définitive avec de l'acier et une solution avec une réparation de la fonte qui va être soudée. Mais d'ores et déjà, les équipes sont sur la route pour être acheminé au niveau de Keur-Montmarsart avec tout le matériel de pompage, tout le matériel de rabattement de nappe. Une pelle a quitté Richard Toll pour le lac de Guerre et une autre pelle a quitté Diourbel pour aller sur Keur-Montmarsart et on mettra à notre disposition des flèches pour pouvoir aller le plus vite possible. Aujourd'hui, nous pensons que l'ensemble de ces éléments permettront déjà de commencer l'excavation la nuit, de manière à nous assurer réellement de ce qui s'est passé et de pouvoir apporter la solution à partir du lendemain par rapport aux deux solutions qu'on est en train d'étudier et de mettre en œuvre et qui permettront peut-être d'aller encore beaucoup plus vite. Ça risque de prendre beaucoup de temps, tout cela? Oui, tant qu'on n'aura pas ouvert totalement, on ne peut pas estimer le temps. Mais ce qui est important de dire, c'est que aujourd'hui, les équipes seront sur place la nuit. Le tuyau à remplacer avec son Y sera confectionné. Ensuite, l'après-midi de demain, les pièces sont acheminées sur place à KMS et les travaux débuteront demain en début de soirée et toutes les diligences seront prises pour remettre en service dans les meilleurs délais. Est-ce que les Dakarois vont connaître les mêmes perturbations dans la distribution de l'eau? Je ne pense pas que ce soit du même degré que ce qui s'est passé cette semaine. Oui. D'abord, premièrement, c'est que c'est le week-end. Le week-end, vous savez, la demande est généralement moins tendue parce qu'il y a un arrêt de l'activité économique et la pointe au niveau des ménages ne se fait pas d'un seul coup. Ensuite, nous avions, durant cette période, 60 camions-citernes. Aujourd'hui, nous allons passer à plus de 100 camions-citernes dès demain matin. Tous les contacts ont été pris ce soir. Et nous procéderons à une distribution alternée qui permettra de donner une disponibilité de l'eau. D'ores et déjà, ce que je peux dire aux populations, c'est qu'elles peuvent faire un stock puisqu'il y aura de l'eau cette nuit, il y aura de l'eau demain matin. Ah, ça c'est bon à entendre. Ce sont là justement les dispositions que vous avez prises pour éviter de tels désagréments aux populations comme la semaine dernière. Oui, les dispositions, c'est maintenant d'aller vers une réparation définitive qui va amener de nouveaux éléments qui sont confectionnés à Dakar, qui vont être testés et qui vont être reposés pour remplacer totalement les pièces défectueuses. Est-ce que dans un futur proche, vous avez pensé à de nouvelles dispositions pour éviter de pareilles situations? Oui, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de réparer, de récupérer les quantités d'eau sur Keur-Montmarsart qui sont de 130 000 m3 jour, mais aussi, vous avez entendu, l'autorité attache une importance très grande à l'alimentation de l'eau de Dakar et des instructions ont été données au dernier Conseil des ministres pour que rapidement une usine de dessalement soit mise en place à Dakar et constitue une solution alternative à aller chercher de l'eau à 250 km de Dakar. C'est bien raisonnable. Merci en tout cas d'être passé pour expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'usine de Keur-Montmarsart, réparée, mais qui a connu une fuite aujourd'hui et vous êtes en train de vous mettre dans les dispositions pour régler définitivement ce problème. Oui, tout à fait. Et je rassure les populations, ce ne sera pas comme la dernière fois et toutes les
les dispositions seront prises pour faire en sorte que le liquide précieux soit mis à la disposition des populations dans les meilleurs délais. Merci, Monsieur Mamadou Dia, directeur général de la Société de distribution, Société des eaux du Sénégal. La directrice du laboratoire genre de l'IFAN a procédé ce jeudi à la présentation de son nouveau livre, Les premières héritières de la loi sur la parité. Avec cette œuvre, Fatou Sow veut mieux faire connaître les nouvelles femmes parlementaires ainsi que leur parcours social et politique. Kodoussen. Avec son ouvrage Les premières héritières de la loi sur la parité, Fatou Sow espère mettre un terme aux préjugés et conscientiser les femmes députées sur l'importance de leur rôle. J'ai reçu dans mon bureau à l'IFAN Madame Boko Vicenta, professeure titulaire de radiologie et imagerie médicale, présidente de l'Institut pour la promotion de la femme du Bénin, qui me disait « C'est bien madame d'avoir fait la parité chez vous, mais paraît-il que vous avez 90% d'analphabètes à l'Assemblée nationale. » J'ai compris qu'il fallait réagir pour stopper de telles allégations qui risquaient de masquer ou de marquer les consciences ici et ailleurs. Chers honorables députés, il est important de vous rappeler que vous n'avez pas le droit de trahir le combat de plusieurs générations sur l'autel de la fidélité à un parti qui jusqu'ici a refusé à certains d'entre vous les portes de l'hémicycle. Les femmes députées sont souvent taxées d'analphabètes. Dans le livre, il est révélé que seuls 12% d'entre elles n'ont pas été à l'école française, ce qui ne porte en aucun cas atteinte à leurs compétences. Ce sont des femmes actives sur le terrain social, car 71%, disons presque 72%, sont dans des associations, des groupements d'intérêt économique, voire des ONG. L'ouvrage est préfacé par le président de l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse a loué le dynamisme des femmes au Palais du Peuple. Permettez-moi de dire un mot sur les femmes à l'Assemblée nationale du Sénégal. Elles sont 64, mais je considère qu'elles sont en fait 128. Moi, je le dis en toute sincérité, elles sont 64, mais il faut multiplier cela par 2 en termes de valeur, en termes d'engagement, en termes de sincérité, en termes de souci de vérité. Et je les reçois dans mon bureau pour des séances de travail. Chacune vient avec des idées. L'auteur pense avoir redonné à la députée son image réelle. Elle ne compte pas s'arrêter là. Dans la même foulée, elle souhaite qu'une étude similaire soit effectuée auprès des hommes parlementaires. Présent cette signature de convention de financement du contrat de réforme sectorielle, une signature qui entre dans le cadre du programme développement durable initié par le Sénégal et l'Union européenne, 22 milliards de francs CFA pour un projet sur 4 ans. Il va renforcer la gouvernance dans les secteurs de l'environnement, la gestion des finances publiques et la transparence budgétaire. Le compte-rendu de René Léon Fonseca. Le pacte est ainsi scellé. Près de 22 milliards de francs CFA pour soulager nos finances publiques. L'Union européenne veut renforcer la gouvernance dans les domaines stratégiques du développement au Sénégal, l'environnement en primant. La lutte contre les feux de brousse qui ravagent annuellement de grandes superficies de forêt, la plantation de mangroves qui joue un rôle primordial dans la reproduction des espèces halieutiques et la réduction de l'impact de l'érosion côtière et de la salinisation des sols, le développement des aires marines protégées qui contribuent significativement à la reconstitution des stocks de poissons. Le programme ne s'arrête pas là. Il va renforcer la stabilité macroéconomique, la gestion des finances publiques et la transparence budgétaire. Objectif, augmenter les ressources de l'État. La stratégie de coopération a pour objectif d'appuyer les efforts entrepris par le gouvernement du Sénégal en vue de la réduction de la pauvreté d'une manière durable à travers une croissance soutenue et équitablement répartie, une bonne gouvernance et une intégration régionale, mais également une insertion progressive de notre économie dans l'ordre mondial. L'Union européenne et le Sénégal définissent ainsi les voies du progrès. D'autres conventions de financement relatifs à 4 autres programmes devraient être signées dans les jours à venir. Kaolack s'apprête à recevoir l'Association des maires francophones. Une conférence internationale sur les villes durables se tiendra du 22 au 24 octobre 2013 dans la ville. Une rencontre qui aura pour thème démarche d'élaboration de plans climat adaptés aux villes du Sud, l'expérience des collectivités locales sénégalaises. Kaltom Gay.
Les questions d'ordre environnemental sont plus que d'actualité sur le plan international. Au Sénégal aussi, les autorités s'impliquent. Le gouvernement, aux côtés de la mairie de Kaolack, reçoit l'Association internationale des maires francophones pour l'élaboration d'un plan climat. Un plan climat adapté donc aux villes du Sud et qui soit porteur d'initiatives pour les élus locaux. Bolivien a demandé une réunion d'urgence du CELAC, communauté des États latino-américains et caribéens qui regroupe 33 États, pour évoquer cette décision et réclamer le retour immédiat des ambassadeurs des États-Unis. À Dakar, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a tenu une rencontre avec les 14 inspecteurs d'académie. L'occasion a été choisie par le ministre pour partager avec ces derniers sur la grande réforme entreprise par son département. Le reportage de Ousmane. En plus des 14 inspecteurs d'académie, des inspecteurs de spécialité et des inspecteurs de vie scolaire ont pris part à cette rencontre voulue par le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Occasion pour les différentes parties d'harmoniser leurs positions sur toutes les questions qui intéressent le secteur. Nous, inspecteurs d'académie, secteur dans son développement et dans cette nouvelle vision voulue par les autorités. Nous sommes tout à fait satisfaits de cette rencontre. Convaincu de l'importance de la mobilisation de tous autour de la réforme pour sa réussite, le ministre Mamadou Talla attend des inspecteurs d'académie une implication totale en vue de réussir la formation qualifiante des jeunes. Nous sommes en train de faire une très grande réforme au Sénégal qui concerne la formation professionnelle, qu'on va implanter dans les 6 pôles de développement économique, et on le fera qu'avec les IA. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont venus, on a partagé sur la nouvelle orientation, on a parlé également de l'apprentissage, l'apprentissage également au niveau des DARA, et donc toute notre politique d'apprentissage au niveau national, les unités mobiles de formation, et on a beaucoup échangé par rapport à l'artisanat, les chambres de métiers, le rôle qu'ils pourraient jouer. Développement économique. En prélude des comités régionaux de développement, cette rencontre ministère et inspecteurs d'académie a permis de soulever un certain nombre de questions dont un début de solution est en voie d'être trouvé. Suite aux inondations, la délégation à la protection sociale et à la solidarité nationale a offert un lot de matériel phytosanitaire aux populations de Pikine. Le geste est salué par le préfet de la localité, Mansour Faye. Le délégué général compte poursuivre cette démarche dans d'autres zones touchées. Sahelinko Sissoko. C'est un lot de matériel composé de détergents, d'eau de javel et de grésil. Il devrait contribuer à soulager les populations sinistrées du département de Pikine. Ça va nous servir beaucoup de choses parce que donc il y a les eaux stagnantes et ça peut propager des maladies. Au total, 600 cartons remis au préfet par le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. Ce don est évalué à 5 millions de francs CFA. Les autorités assurent qu'un usage sera fait des produits. Nous le mettons à disposition des sous-préfets selon une clé de répartition qui est déjà connue, puisque nous avons le fichier de la population du département. Nous savons la population de chaque commune d'arrondissement, de chaque arrondissement. Mansour Faye, le délégué général, veut agir en fonction des besoins des sinistrés. Une démarche qui, selon lui, pourra porter ses fruits. Nous allons continuer dans ce sens parce que le rôle de la solidarité nationale, c'est d'être auprès des populations sinistrées en vue de leur apporter l'aide nécessaire et adéquate. Après Fatick et Pikine, la délégation compte apporter bientôt son soutien à d'autres localités. Un élan de solidarité qui va donc se poursuivre. Les éboueurs de l'entente Kadakar se plaignent de leurs conditions de travail et de leur traitement salarial. La plupart de ces personnels vient de l'Union des collectivités locales du Sénégal, UCG, ou de Veolia. Pour ne citer que cela, la direction de l'entente Dakar parle de l'instabilité institutionnelle qui origine des difficultés. Rond-point Khaïma, Niari Tali, point de départ des éboueurs qui interviennent dans la zone HLM Biscuiterie Grand Dakar. À 8 h, les employés de l'entente Kadakar rejoignent les camions. Les balayeurs, composés essentiellement de femmes, regagnent également leur poste et le travail de commencer. Cet homme a fait 20 ans dans le métier. Presque tous les matins,
Il quitte Thiès pour la capitale. La moitié de mon salaire va au transport, ce qui fait que parfois je suis obligé de passer la nuit à Dakar et c'est très difficile. Les salaires des employés de l'entente Kadakar n'atteignent pas 100 000 francs CFA. Ce père de 6 enfants a ainsi du mal à joindre les deux bouts, comme ses autres collègues. Travailler sans gants, sans tenue, c'est pas trop grave. Par contre, nos salaires sont trop bas. Depuis que les salaires sont bancarisés, beaucoup ont contracté des prêts. Du coup, à la fin du mois, nous nous retrouvons avec un salaire qui varie de 30 à 40 000 francs CFA. C'est très dur. Même son de cloche du côté des équipes de nuit. J'ai toujours travaillé dans l'équipe de minuit depuis le temps de Veolia. Je suis obligée d'accepter puisque mon mari est décédé et je m'occupe seule de mes 4 enfants. Il n'y a pas un seul éboueur qui gagne 100 000 francs CFA. Les salaires s'élèvent à 85 000, ce qui n'est pas normal. L'entente Kadakar, rattachée au ministère des collectivités locales, bénéficie d'une subvention de l'État qui s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA par an. La masse salariale des 1532 agents est évaluée à 200 millions de francs CFA. Au plan sanitaire, les éboueurs sont très exposés, d'autant plus que la plupart travaillent sans équipement de protection. L'équipement de protection est composé de masques, de gants et on peut attendre un mois ou plus pour que l'équipement soit renouvelé. Or, les éboueurs ne doivent pas travailler sans cet équipement. Pourtant, l'impact de cette activité sur la santé est incalculable. Si certains parlent de mines d'or, nous parlons de mines de pathologie. Toutes sortes de maladies, nous pouvons les rencontrer chez ces personnes-là. Il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils savent comment travailler. Hein? Le premier inconvénient d'un travailleur, c'est d'être ignorant. Et malheureusement, c'est une population qui souvent n'est pas bien formée. N'ayant pas de prise en charge à la caisse de sécurité sociale, les éboueurs disposent tout de même d'une mutuelle de santé depuis 2010. Les travailleurs, les techniciens de surface cotisent 2500 francs. L'employeur aussi cotise au même titre que le travailleur, c'est-à-dire 2500 francs comme part patronale. Donc, ils sont coupés à la source. Donc, il y a aussi, ils ont un carnet. Chaque agent a un carnet de santé. Donc, le carnet coûte 1500 francs. C'est le taux de la prise en charge. Donc, la mutuelle prend en charge 60%. Et le technicien de surface, il prend à hauteur de 40% du ticket modérateur. La vaccination est primordiale pour prémunir les agents contre certaines maladies comme la tuberculose, le tétanos, l'hépatite. Les éboueurs ont donc beaucoup de préoccupations, des préoccupations que la nouvelle équipe qui a pris fonction officiellement en juillet 2013 impute en grande instabilité de tutelle. Le programme a été géré à la fois par l'entente à 2 reprises et par 4 ministères différents. Donc il n'y a jamais eu de traitement qui permettre à l'autorité d'apporter les réformes qu'il fallait. Et des réformes qui vont dans le statut des travailleurs, il n'y en a pas. Ces jeunes, il faut le dire, aujourd'hui on paye sans bulletin de salaire. Il n'y a pas un statut juridique du travailleur justement du nettoiement. Et aujourd'hui, ils inscrivent notre le travail dans ce champ. Il faut que ce chantier-là soit aujourd'hui là en charge. La nuit 4 fonctionne derrière plateau 1 la mine. Au marché sanitaire, un camion stationne en permanence. Tant au petit matin, des indices jonchent les rues. Les populations ont une grande part de responsabilité dans cette situation par leur manque de civisme ou leur ignorance. Il faut que les passants aussi nous aident. C'est vrai que nous sommes dans un marché, mais ils ne doivent pas le prendre pour une poubelle. Avant la descente, nous vidons nos terres. Vous voyez une poubelle. Les éboueurs vont tout nettoyer la nuit. C'est leur travail. De toute façon, nous, on est toujours 24 heures sur le terrain, mais là, c'est les populations qui ne nous accompagnent pas. L'évacuation des 2 millions journalières d'ordures ménagères de la capitale reste un véritable casse-tête. Le secteur a connu plusieurs
des réformes ces dernières années. Aujourd'hui, l'entente Kadakar est la cheville ouvrière de l'enlèvement des ordures de Dakar à Yel. Dans les quartiers où les camions ne passent que rarement, les populations se rabattent sur des charretiers, peu soucieux de l'environnement. Les éboueurs de jour comme de nuit pour la salubrité de nos différents espaces de vie. En sport afro-basket, les Lions survolent l'Égypte d'entrée de jeu. Les protégés Pape Moussa sont assez satisfaites de leur performance. L'objectif est atteint, mais il reste des choses à corriger. L'entraîneur est là pour le rappeler. Entrée en matière réussie donc sur le plan personnel pour Aya Traoré, meilleure marqueuse du match avec 16 points. Idem pour Oumour, dont c'est la première participation au basket. Nous retrouvons ce contre-rendu. C'est une ambiance. Un festival offensif, c'est ce à quoi on a assisté lors de cette première sortie des Lions. Le Sénégal a la 100 points contre 69 pour l'Égypte. Qui font du bien au moral. Pour le Sénégal, la bergère et le Sénégal qui est intéressant dans ce match. Les protégés de Moussa Touré ont une entame de match. Elles n'ont laissé aucune initiative aux Égyptiennes. Le Sénégal remporte ce carton par 28 à 6. Au deuxième quart, les Lions déroulent encore le jeu. La Andaysen continue d'inscrire des paniers face à une équipe égyptienne qui se cherche en 51 à 30 pour le Sénégal. Pause. Dans le but du troisième quart-temps, l'Égypte empêche au Sénégal de dérouler son jeu. Ce ne sera que de courte durée. Les Lions réagissent. Elles creusent l'écart et remportent ce quart-temps par 71 à 51. Dans le quatrième et dernier quart-temps, les Lions plient le match. Mam Jojo Diouf par 2 fois et Aya Traoré régale le public avec des tirs à 3 points. Et 3 points pour le Sénégal. Le Sénégal gagne 21 points, 100 à 69. Les Lions savourent leur victoire en attendant leur deuxième sortie ce samedi contre la Côte d'Ivoire. C'est là un reportage signé Abdulaziz Ban sur la première victoire des Lions à l'Afro-Basket. Les Lions sont donc satisfaites de leur performance. L'entraîneur rappelle qu'il y a encore des choses à corriger. Première pour la jeune basketteuse Radi Cham et un bon match pour Aya Traoré. Nous écoutons au micro spécial Sina Lunchiko. L'essentiel pour l'équipe, c'était de jouer et de gagner, mais de gagner aussi avec la manière. On a joué contre une équipe égyptienne. Je pense que c'est la première fois, si je me rappelle bien, que je joue. La dernière fois à l'Afro-Basket au Mali, on ne connaissait pas exactement leur jeu. Et donc on a voulu vraiment jouer notre jeu et puis gagner avec la manière. C'est l'équipe qui a commencé, celle qui démarre le match. Elles ont facilité la tâche pour nous qui étions sur l'avant. Vous avez dit que c'est un bon comportement offensif, mais en défense, vous avez pris néanmoins 69 points. C'est quand même assez alarmant. C'est là où je ne suis pas très content des filles, mais vous savez quand même, il y a de petits relâchements. Mais ça, c'est des erreurs que si on le fait face, ça va poser lourd. Donc il faut les éviter, on va parler de cela. La Côte d'Ivoire, on les connaît, on les a vus jouer à la francophonie. C'est l'équipe qui a gagné la francophonie. Certainement, il faut s'attendre à un jeu avec beaucoup de rigueur, de la vitesse. Mais on attendait les voir aujourd'hui pour voir de quel bois elles chauffent. Les Sénégalais restent convaincus que les Lions peuvent remporter l'Afro-Basket. Les Sénégalais se sont prononcés après la victoire des Lions face aux Égyptiennes. Nous les écoutons au micro de ça. La prestation des Lions nous a vraiment satisfait d'avoir ce score-là avec l'Égypte. Vraiment, nous sommes tellement contents d'eux. Vraiment, préférons qu'ils aillent mieux. Parce que les Lions, vraiment, chaque fois qu'ils vont partir dans des compétitions comme ça, ils ont des très bonnes choses. Et je pense que ces Lions aussi méritent d'être vraiment félicités et encouragés. J'en suis vraiment convaincu. Qu'elles vont réaliser quelque chose? C'est sûr, j'attends la coupe, sincèrement. Je ne les ai pas vus sur l'écran, mais je dis que ça a rehaussé le moral des Sénégalais. Et nous sommes très contents en tant que Sénégalais. Nous sommes vraiment de tout cœur à Lyon. Ce que nous espérons, c'est que nos gouvernants et les responsables de la fédération fassent beaucoup attention à ne pas les décourager. Comme elles font partie des favoris de ce tournoi, bon, c'est bien normal qu'ils battent l'équipe d'Égypte, à mon avis. Oui, c'est bien, dans l'ensemble. C'était une sortie extraordinaire.
du fait qu'on a vraiment gagné vraiment un très grand écart. Vraiment, c'était rassurant. Sont les équipes favorites pour cet Afro-Basket 13. Se faire sans la tenue sportive. Le marché Colobane est un pôle d'attraction pour les sportifs. Ils viennent s'y approvisionner en masse. Le prix en vaut le coup. Pour trouver la tenue adéquate sur la vente des équipes sportives à Colobane, c'est un reportage signé Ramotoulaïba. Maillot, godasses, chaussettes, équipement indispensable pour la pratique du sport à Colobane, au lieu de la fripe, sportifs de tous sortes. Sur fond de marchandises dynamiques, pour ces amoureux du sport, il ne faut pas lésiner sur les moyens pour s'adonner à sa passion. J'ai payé cette paire de godasses à 16 000 francs CFA. Ça vaut vraiment le coup. Avec elle, je m'entraîne pour bien entretenir ma santé. J'ai choisi le maillot de mon joueur préféré pour mes entraînements parce que c'est mon idole. Comme ça, j'allie l'utile à l'agréable. Vacances riment avec profit pour ces vendeurs. En cette période de l'année, le business marche. Le gain est au rendez-vous. La vente des maillots marche bien pendant les vacances. Ce sont les hommes qui achètent le plus, surtout les joueurs de Nawetan. Les filles viennent rarement. Les prix varient entre 2 000. Cela dépend de la qualité du tissu. Une paire de godasses peut coûter entre 15 000 et 20 000 francs. Ça dépend. Les gens viennent acheter en gros 18 à 24 paires pour leur équipe. Des pères de famille aussi viennent acheter pour leurs petits-enfants, une manière de les inciter à faire du sport. Professionnels ou amateurs, la tenue sportive est de rigueur pour la pratique. Ici, il y en a pour toutes les bourses. Alors, adeptes du sport, à vos équipements. Madame, Monsieur, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Juste après le générique spécial sur la visite de la première dame dans la banlieue dakaroise, Mariam Sall s'est rendue dans les zones inondées à Thiaroye, Yeumbeul et Guinaw Rail. Ce sera tout de suite après ce générique. Merci de votre attention.